Bonjour, on est en direct du marché de l'art, c'est Marion Dupuche-Rambert, je suis Art Advisor. Les différents rapports sur le marché de l'art qui sont publiés en cette fin de premier semestre ont des sources de collecte de données différentes et parfois donc des interprétations, voire des conclusions qui peuvent diverger. Néanmoins, au moment du summer break des professionnels du marché de l'art, nombreux sont ceux qui s'interrogent sur leur dernière analyse, car des segments du marché de l'art semblent en perte de vitesse ces jours-ci et que certaines mauvaises nouvelles semblent se succéder. Après l'affaire Lisa Schiff, conseillère Art Advisor à New York, qui a mis fin à ses activités avec une dette d'au moins 5 millions de dollars, c'est en effet au tour de la galerie Mayfair de Simon Lee à Londres d'être placée sous liquidation judiciaire depuis la mi-juillet. Par ailleurs, les ventes aux enchères modernes et contemporaines de Christie's en juin ont baissé de 66% à Londres en valeur par rapport à l'année dernière. Et les invendus d'œuvres des favoris du marché, tels que Jean-Michel Basquiat ou Gerhard Richter, participent à la diffusion alarmiste de ce qui n'est que bruissement aujourd'hui. Néanmoins, alors que les ventes aux enchères s'essoufflent depuis plusieurs semaines et que certains y voient des échos de l'effondrement de 2008, on est en droit de se poser la question suivante. Le marché de l'art est-il en train de se transformer en profondeur ? Voire pour les plus pessimistes, sommes-nous à l'aube d'un nouveau krach qui viendrait redistribuer les cartes. Tentons alors un décryptage de la situation à ce stade, en commençant par le dernier rapport Artsy, qui collecte ces données auprès des galeristes et des marchands de plus de 80 pays et nous informe sur les principaux facteurs qui influencent le secteur de l'art en 2023, sur les œuvres d'art qui génèrent le plus de ventes ou bien encore sur les moyens utilisés par les professionnels de l'art pour rencontrer de nouveaux collectionneurs. Ce rapport semble indiquer une tendance forte dans la consommation d'art, à savoir sur les pratiques de vente en ligne qui restent aujourd'hui une source importante de revenus pour les galeries, bien après la pandémie, puisque le marché de l'art est de plus en plus hybride, proposant aussi bien l'établissement de relations en personne lors de l'acquisition d'œuvres d'art qu'un processus de vente en ligne et à distance. Par ailleurs, ce rapport souligne la tendance à la hausse des prix des œuvres d'art, la plupart des personnes interrogées dans cette enquête ayant déclaré avoir augmenté les prix des œuvres d'art cette année du fait de l'inflation, comme la tendance des artistes en milieu de carrière et ultra-contemporains, soit nés en 75 ou après, qui sont le plus demandés et qui représentent la part la plus importante des ventes. Il est intéressant de le souligner, la plupart des galeries découvrant de nouveaux artistes par l'intermédiaire d'autres artistes. Le dernier rapport Art Basel UBS sur le marché mondial de l'art indiquait quant à lui que le marché commençait à se refroidir. Mais un refroidissement, c'est très différent d'un effondrement. Car premièrement, il y a les raisons intrinsèques liées au marché de l'art, qui fait que tel ou tel secteur ou marché d'artistes spécifique peut subir une correction. Et d'autre part, il peut y avoir un manque de consignation d'œuvres de première classe pour les ventes aux enchères qui font que les ventes en valeur diminuent de fait. En revanche, les ventes privées de gré à gré restent, elles, très actives. Enfin, il y a des arguments liés au contexte économique. Les ultra-riches, les milliardaires, sont si riches qu'ils sont immunisés contre les ralentissements d'économie et si les taux d'intérêt augmentent, ils disposeront encore plus d'argent. En effet, lors du krach du marché de l'art de 2008-2009, tout comme les krachs du marché de l'art des années 1930 et 1980, les situations étaient bien différentes. Aujourd'hui, si nous sommes confrontés au vent contraire de la reprise post-pandémique et des conséquences de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, ce n'est pas parce que des œuvres de Basquiat, Willem de Kooning, Matthew Bernay ou Elizabeth Peyton n'atteignent pas leur prix de réserve aux enchères, voire pour certaines restent invendues dans les foires d'art internationales, que l'ensemble du marché de l'art s'effondre pour autant. Et pour les plus pessimistes, rappelons qu'après la dernière crise de 2008, le marché de l'art est revenu 1 ou 2 ans plus tard, plus bouillonnant que jamais.
Et revenons à la dernière édition d'Art Basel, foire d'art la plus influente au monde, qui déclenche souvent une frénésie d'acquisition, avec des acheteurs très importants et des collectionneurs très impatients se disputant l'acquisition d'œuvres rares ou la découverte d'une pièce insaisissable manquant à leur collection. Ainsi, l'indice May Moses de Sotheby's, qui est considéré comme la mesure la plus fiable des prix de l'art, a été multiplié par 8 au cours des 5 dernières décennies, soit depuis le lancement d'Art Basel en 1970. Et la loi de l'offre et de la demande suggère que les prix de l'art devraient continuer à augmenter. Le marché de l'art étant porté par l'offre de biens rares, et justement, du côté de l'offre, le fait que la plupart des grands artistes mondiaux soient décédés et que les musées et les collectionneurs de longue date acquièrent les plus belles œuvres d'art signifie que le stock disponible est en constante diminution. Et qui dit moins d'œuvres d'art dit prix à la hausse. D'autant plus que du côté de la demande, posséder une œuvre d'un artiste de renom est devenu le symbole ultime d'un statut social, bien au-delà de l'acquisition d'une montre Patek Philippe, d'une main de clé ou même d'une propriété huppée dans les Hamptons, qui ne peut être comparée à l'acquisition si rare d'une œuvre maîtresse de Picasso. Faisons un rappel dans cette minute pratique, car comme vous l'avez compris, le marché de l'art ne reflète pas l'état de l'économie mondiale au sens large, mais seulement une partie de celle-ci. En d'autres termes, il s'agit d'un marché créé par et pour les super riches, les milliardaires et les collectionneurs, les plus grands, qui ne suivent pas les mêmes règles que le reste du monde. Toutefois, les dernières tendances remettent en question cette thèse, car malgré l'augmentation du nombre de milliardaires dans le monde depuis quelques années, les achats et les prix des œuvres d'art, depuis un certain temps, ont plafonné. Et comme signalé dès l'épisode précédent, l'ambiance qui régnait à Art Basel cette année était faite d'inquiétude pour certaines galeries qui anticipaient un ralentissement économique qui ferait alors chuter les prix de l'art. Avec ces mêmes collectionneurs désireux d'acheter des œuvres lorsque les prix sont à la hausse, soudainement réticents à enchérir lorsque les prix vont à la baisse. Sans compter l'apparition d'une nouvelle génération de collectionneurs qui consomment l'art de façon très différente. Et ce, même si les galeries internationales comme Gagosian, qui s'est étendue à 21 sites, et sa rivale, Hauser & Wirth, qui dispose de 18 espaces, dont les installations dans le Somerset et à Minorque, conçues pour attirer des collectionneurs fortunés, sont présentes maintenant un peu partout. Mais les nouveaux clients potentiels voyagent moins et sont donc plus coûteux à acquérir. Alors certains marchands établis craignent que le marché ait atteint son point d'épuisement. Rappelons aussi que l'évaluation de la valeur fondamentale de l'art présente un défi unique, même aujourd'hui, car l'œuvre d'art a priori ne génère pas de dividendes. Et si cela changeait ? En effet, aujourd'hui, on se dirige vers de nouveaux modes d'acquisition et donc d'investissement des œuvres d'art. Et comme le souligne l'analyse du marché de l'art britannique, Georgina Adams, on assiste de plus en plus souvent à des offres de fractionnement d'œuvres d'art, mode d'acquisition qui est en train de prendre d'assaut le marché de l'art. Du point de vue de l'investisseur en art, il semble y avoir un appétit croissant pour la propriété fractionnée dans l'art. Et beaucoup considèrent ces nouveaux modèles d'investissement comme une démocratisation d'un marché autrement difficile d'accès. C'est une étude récente menée par Arttactic pour le Hiscox Online Art Trade Report de 2023 qui a montré que si seulement 9% des acheteurs d'art interrogés ont déclaré avoir investi dans une part d'une œuvre d'art ou d'un objet de collection au cours des 12 derniers mois, 61% ont déclaré qu'ils étaient susceptibles de le faire au cours des 12 prochains mois, un signe que le monde de l'art commence à prendre très au sérieux. Ainsi, la dernière plateforme Artex, dernière d'une série de nouvelles initiatives dans ce domaine, propose à l'acquisition des parts d'œuvres fractionnées comme un triptyque de Francis Bacon pour seulement $100. Et on doit se demander alors, est-ce que c'est un bon investissement ? Si le fractionnement et la tokenisation de l'art, tokenisation pouvant être grossièrement définie comme étant le processus par lequel un actif, une œuvre d'art, est associé à une valeur
représenté par un token, soit un jeton inscrit dans la blockchain. Donc si la tokenisation de l'art ou le fractionnement de l'œuvre d'art font fureur depuis plusieurs années, l'idée de fragmenter une œuvre d'art en vendant des parts de celle-ci existe donc depuis plus d'une décennie, et la dernière proposition en date, celle de Artex, ou plutôt Artex Stock Exchange, souhaite commercialiser des œuvres d'art de renommée. Sa première acquisition est Three Studies for a Portrait of George Dyer de 1963, œuvre de Francis Bacon. Et donc ce sont de grandes valeurs qui permettraient ainsi à des investisseurs d'acheter des actions, soit des parts de l'œuvre, pour seulement $100, qui pourraient être ensuite négociées sur la plateforme de négociation alternative et le MTF, le Multilateral Trading Facility au Liechtenstein. D'autres tableaux suivront, car les transactions ont commencé le 21 juillet. Et comme le soulignait l'un de ses fondateurs en janvier de cette année, le prince Wenceslas de Liechtenstein, dès le début de cette aventure, ils ont voulu qu'Artex soit une place de marché équitable et transparente, où certaines des plus grandes œuvres d'art jamais créées pourraient être échangées, non seulement pour les collectionneurs d'art et les marchands, mais aussi pour les investisseurs et tous ceux qui sont passionnés par l'art pour sa valeur esthétique et émotionnelle, ou qui s'intéressent à l'art en tant qu'outil d'investissement ou de diversification de leur portefeuille. Alors ce genre d'outil d'acquisition est-il adapté à tous les segments de l'art ? Quid de l'art contemporain qui tire le marché de l'art vers le haut ? Si un ralentissement a été constaté lors des ventes aux enchères depuis le début de l'année 2023 et que le tableau de Ruffians de 1982 de Jean-Michel Basquiat, qui était proposé au prix de 22 millions d'euros par la galerie Van de Weg Fine Arts à la foire Art Basel en juin 2023, n'a pas trouvé preneur à la clôture de la foire, il est vrai que les collectionneurs les plus riches ne sont plus prêts à acquérir à n'importe quel prix, même des valeurs sûres, comme il y a quelques années encore. Illustration, s'il le fallait encore, en mai dernier, un tiers des œuvres de Picasso proposées aux enchères se sont vendues à l'estimation basse. Et à Bâle, encore, une toile de maître proposée par la galerie Landau, proposée pour 25 millions de dollars, n'a pas trouvé preneur, et ce d'autant que les acquéreurs les plus aguerris de la foire helvétique n'avaient pas oublié que 8 mois plus tôt, cette toile de Picasso, s'était adjugée pour moins de 10 millions de dollars chez Sotheby's. Donc si après l'embellie post-Covid-19 des vents contraires soufflent aujourd'hui sur le commerce de l'art, que l'argent a désormais un coût pour la plupart des collectionneurs et que l'œuvre d'art ne semble plus être une valeur refuge, certains analystes constatent que la confiance dans le marché de l'art diminue, comme le souligne l'indicateur d'art tactique qui mesure la confiance dans ce marché, et celui-ci s'étant encore affaibli en juillet, puisqu'un sentiment négatif l'emporte actuellement sur un sentiment positif dans un rapport de 4-1. Néanmoins, il n'y a pas de sentiment de peur ni de panique dans le marché de l'art à ce stade. Le niveau de risque perçu sur 6 mois se situant actuellement autour de la moyenne historique. Cela pourrait indiquer alors que le ralentissement du marché de l'art se dirige plutôt vers un atterrissage en douceur, fait de corrections et ajustements, plutôt que vers un atterrissage brutal comme un effondrement. Mais surtout que les acquisitions à des prix records se feront moindres, et ce en fonction de la qualité de l'œuvre, au-delà de la signature de l'artiste, voire de sa rareté, ce qui est à mon sens une très bonne nouvelle. Car quand on aime l'art, si l'on est saisi par une œuvre, même si on ne dépense plus sans compter, l'acquérir devient un acte fort. Surtout lorsqu'il s'agit d'un artiste vivant que l'on soutient alors dans sa création, et à travers lui ou elle, l'art en train de se faire. Alors, crash ou pas crash ? Pas d'inquiétude au moment de profiter de cette pause estivale, mais une recommandation, celle de découvrir les artistes exposés sur tous vos lieux de villégiature.
Voilà, c'était en direct du marché de l'art, épisode 7 de la saison 4, crash ou pas crash. Restez à l'écoute pour un prochain épisode ou comme nos amis anglo-saxons aiment le dire, stay tuned.